Alors, aujourd'hui, c'est une séance de travaux dirigés. Donc, on va commencer la série sur les ensembles, les exercices sur les ensembles et les applications. Donc, en attendant, toujours les quelques minutes qui restent, si vous avez des questions, toujours, je suis à votre disposition. ست الفرد قربوا ياك. Oui. الفرد ما كملش شي شهر غادي يكونوا ياك. الفروض لا الفروض دابا c'est-à-dire les contrôles jusqu'à ce que l'administration annonce l'emploi du temps des examens. Donc maintenant, c'est juste les cours, les travaux dirigés, juste essayer de travailler pour comprendre et pour وفاك عاد نهضروا على الفروض لي زيكزام بعدا. Oui, c'est-à-dire il faut tout d'abord, nous sommes au milieu du chemin, c'est très bien. Nous devons nous féliciter pour le travail que nous avons fait, parce que avec toutes les conditions qui existent, ماشي بيان سور نعم افونس. nous avons bien avancé, alhamdulillah. Nous allons presque terminer le chapitre 2. Il va nous rester seulement le chapitre 3 sur la logique. Et je pense que nous avançons très bien. Donc, on doit se féliciter pour ça. Et les contrôles, pour ma matière, ne prenez pas beaucoup de soucis. Ne vous faites pas beaucoup de soucis parce que, comme je vous ai dit, essayez de travailler les contrôles qui sont déjà sur votre polycopier. On ne va pas s'éloigner du tout de ce genre de questions. Alors, je serais très heureux pour ceux qui ont appris juste ce qu'il y a sur le polycopier. Bien sûr, les étudiants qui travaillent plus, c'est bien. Mais pour le contrôle, il suffit de comprendre ce que vous avez sur le polycopier, les exercices, les contrôles, tout ça. Voilà. Donc, ne vous faites pas beaucoup de soucis à ce sujet-là, concernant le module d'algèbre 1. Ce que je souhaite, c'est que les grandes idées que nous avons exposées dans ce module-là, vous les aurez bien claires dans la tête. C'est ça le plus important. Donc, on va attendre 10h15 pour commencer. Vous pouvez toujours poser vos questions. Si vous avez des commentaires, des remarques, ils sont les bienvenus. Monsieur, Oui, j'ai encore des problèmes entre l'appartenance et l'inclusion. l'appartenance et l'inclusion. Très bien. C'est bien de poser des questions. Donc, on revient à la notion fondamentale d'ensemble. C'est quoi un ensemble? C'est une liste d'objets bien déterminés. Donc, vous mettez les accolades et entre les accolades, vous posez les objets que vous voulez. Bien sûr, on va parler d'objets mathématiques, que ce soit des nombres, que ce soit des fonctions, que ce soit des matrices. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur des accolades, ça s'appelle des éléments de l'ensemble. Donc, ils appartiennent. C'est ça appartient. Donc, l'appartenance, il signifie que l'objet que vous avez désigné, il figure sur la liste des objets. Donc, devant vos yeux, pour mettre appartient, il faut regarder est-ce que cet objet-là figure sur la liste des objets, quelle que soit sa nature. Donc, s'il est parmi les objets de l'ensemble, vous écrivez appartient. Voilà, ça c'est l'appartenance. L'inclusion, c'est toujours entre deux ensembles. L'inclusion, on va écrire un ensemble, c'est-à-dire avec des accolades, et les contenus dans un autre ensemble. Donc, une liste à l'intérieur d'une liste. Qu'est-ce que ça veut dire une liste à l'intérieur d'une liste? Ça veut dire que tous les objets qui se trouvent sur la première liste,
il figure aussi sur la deuxième liste. Tout objet, lorsque vous allez dire que l'ensemble A il est contenu dans l'ensemble B, donc tout d'abord, ça doit être des ensembles. Oui. Alors, dire que l'ensemble A il est contenu dans l'ensemble B, comment on va vérifier? Il faut vérifier, est-ce que les objets qui se trouvent sur la liste Dans la A, première liste est-ce qu'ils se trouvent contenant, sur la deuxième oui, liste? À ce moment-là, on va dire contenu, inclus. C'est l'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est entre deux ensembles. ensemble et ensemble. Voilà. L'appartenance, quel que soit l'objet que vous avez à étudier pour dire est-ce qu'il appartient ou n'appartient pas, il faut voir est-ce que cet objet, comme il est écrit exactement, est-ce qu'il figure sur la liste des objets Des ensembles. de l'ensemble. Voilà. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Ouais, J'ai bien voilà. compris. Très bien. Donc, il est 10h16, on va commencer. Donc, on va regarder les exercices qui concernent ce que nous avons fait. Par exemple, l'exercice 1, on n'a pas fait le cours, on va passer à l'exercice 2. Donc, vous regardez sur la série que vous avez, l'exercice 2, la question 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la question 2? Nous avons un ensemble A. Quels sont les éléments de cet ensemble? C'est 2, 4, 6, 7, 12 et 23. C'est bien. C'est un ensemble fini qui contient 6 éléments. Et on a établi une relation d'ordre dans cet ensemble-là. Quelle est cette relation d'ordre? Donc là, c'est là où il faut faire attention et observer quelle est la nature de l'ordre qu'on établit dans A. Parce que normalement, l'étudiant débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie toujours un ordre à l'ordre qu'il connaît, c'est-à-dire 2 inférieur à 4, inférieur à 6, inférieur à 7, inférieur à 12, inférieur à 23. Non. Ici, il faut regarder l'exercice, quel est l'ordre qu'on installe dans cet ensemble. Donc, l'ordre donné dans cette question, A, elle est inférieure à B, s'il divise. A divise B, donc on va dire qu'elle est inférieure à B. C'est-à-dire, elle est en relation avec B suivant cette relation d'ordre. Donc, il faut oublier la relation d'ordre usuelle. Ici, les éléments ordonnés sont ordonnés par la divisibilité. S'il divise, il est inférieur. S'il ne divise C'est pas, de l'inférieur. oui, dis-moi. ديك inférieur B يمكننا نديرو A relation B يعني Oui, كي l'inférieur exactement, عندنا B. exactement, exactement. Seulement, dans les notations ici, lorsqu'il s'agit d'une relation d'ordre, au lieu de mettre en relation avec B, pour désigner que c'est bien une relation d'ordre, on met inférieur à B. C'est tout. C'est juste une notation. Ça n'a aucune relation D'accord. avec l'ordre usuel. Donc ici, A inférieur à B, dans le sens A en relation avec B. Donc, à quelles conditions A est en relation avec B? Si A divise B. Et donc, vous avez une relation d'ordre. Nous avons parlé de cette relation. C'est bien une relation d'ordre parce qu'elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Donc, regardons de près cette relation d'ordre. Par exemple, 2, il est inférieur à 4. 4, il est inférieur à 12. Quoi encore? 2 divise 6. Donc 2, il est inférieur à 6. 6, il est inférieur à 12. 6. Les éléments qui sont ici, oui, 6 divise 12, donc il est inférieur à 12. Mais 6 et 12, 7 et 12, il n'y a pas de relation. Parce que 7 ne divise pas 12. Donc déjà, on peut dire que c'est une relation d'ordre partiel. C'est une relation d'ordre qui est partielle, il n'est pas totale, parce que tous les éléments ne sont pas comparables. Par exemple, 7 et 6, on ne peut pas les comparer. Et donc, c'est une relation d'ordre qui est partielle. Donc, chaque fois, vous avez une question,
vous pouvez la poser directement. Nous sommes là pour comprendre l'exercice. Donc, dans cet ensemble-là, il y a des éléments qui sont restés isolés. Par exemple, 7. Il n'est en relation avec aucun élément. La même chose. 23. 23, il est tout seul. Il n'y a aucune relation de 23 avec les autres éléments. Si vous tournez la page, c'est-à-dire dans les solutions, vous allez trouver le schéma. C'est-à-dire sur la page 23, voilà, vous avez le schéma qui vous donne l'ordre que nous avons établi dans A. Vous avez la chaîne 2, 4, 12. Vous avez la chaîne ici, là. 2, 6, 12. Vous avez 7 et 23, ils sont tout seuls. Ils n'ont aucune relation avec les autres. Donc, c'est ça la relation d'ordre que nous avons établie dans A. Et donc, c'est comme ça que vous allez comprendre, avec ces exemples-là, qu'est-ce que ça veut dire une relation d'ordre. Vraiment, c'est très général. Et donc, avant de voir les questions, on va observer un peu cet ordre-là. Par exemple, 12. 12 n'est pas le plus grand élément. Parce que le plus grand élément, suivant cette relation, il doit être supérieur à tous les autres. Donc 12, il n'est pas supérieur à 23. Ici, il n'y a pas de plus grand élément. Dans A, il n'y a pas un plus grand élément. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un plus grand élément? C'est un élément qui majore tous les autres. Or ici, il n'y a pas d'élément qui majore tous les autres éléments. Donc il n'y a pas de plus grand élément. De même, il n'y a pas de plus petit élément. Parce que, comme vous voyez, vous pouvez être tenté par dire 2, c'est le plus petit élément, mais 2 n'est pas inférieur à 7. Donc, ce n'est pas un minorant de A. Donc, il n'y a pas un plus grand élément dans A, il n'y a pas un plus petit élément. Qu'est-ce que c'est qu'un élément maximal dans A? Un élément maximal, c'est un élément pour lequel il n'existe aucun X dans A qui est supérieur à cet élément-là. Par exemple, regardez 7. 7, est-ce qu'il y a un élément dans A qui est supérieur à 7? Non. Donc, on va dire que c'est un élément maximal. 23, il n'y a aucun élément de A qui est supérieur à 23. Donc, c'est un élément maximal. Quels sont les autres éléments maximaux? 12. 12. 12, c'est un élément maximal parce qu'il se trouve sur la terrasse. Il n'y a aucun élément de A qui est supérieur à 12. Donc, lorsqu'on parle d'élément maximal, on ne regarde pas la majoration de tous les éléments. Non. Comme j'ai dit dans le cours, lorsqu'on dit élément maximal, il faut voir est-ce qu'il y a un élément dans A qui est supérieur à lui. Sinon, c'est un élément maximal. Donc ici, les éléments maximaux dans A, c'est 7, 23 et 12. On voit très bien dans cet exemple la signification de l'élément maximal. De même pour élément minimal. Qu'est-ce que ça veut dire un élément minimal? Un élément minimal, il ne minore pas les autres éléments. Ce n'est pas ça la définition. Un élément minimal, il n'y a aucun élément de A qui est inférieur à lui. Donc, si vous regardez les éléments, oui, C'est 2. 2 2, et 7, encore 23. 7 aussi, c'est un élément minimal. 23, c'est aussi un élément minimal. Parce qu'il n'y a aucun élément de A qui est inférieur à lui. Donc, quand vous voyez 7 et 23 sont en même temps des éléments minimaux et maximaux. 2, c'est un élément minimal et 12, c'est un élément maximal. Il n'y a pas de plus grand élément, il n'y a pas de plus petit élément dans A. Maintenant, A, c'est une partie dans n étoile. Donc, on peut chercher les majorants de A dans n étoile. Si vous prenez un élément M dans n étoile et vous dites que c'est un majorant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 7 divise M, 23 divise M, c'est-à-dire que M, il est multiple de tous les éléments de A. Donc, c'est un multiple. مضاعف مشترك. Voilà, exactement. Donc, quels sont les majorants de A dans n étoile? Sont tous les multiples communs des éléments de A.
Donc, il y a une infinité. Est-ce qu'il y a un plus petit multiple commun? Oui, comme vous le savez en arithmétique, vous avez des nombres, il y a un plus petit multiple commun. Donc, le plus petit multiple commun, vous avez 7 fois 12 fois 23. Pourquoi je n'ai pas écrit les autres? Parce que s'il est multiple de 12, il est multiple de 6 et de 4 et de 2. Et donc, le plus petit multiple commun, c'est 7 fois 12 fois 23, c'est 1932. Et ça va être le plus petit multiple commun. Donc, c'est le plus petit majorant, et donc ça va être la borne sup de A. Donc ici, aussi une petite pause, lorsqu'on parle de la borne sup, c'est suivant une relation d'ordre. Ce n'est pas la relation d'ordre que vous connaissez. Il faut sortir du cas usuel et travailler avec la relation d'ordre que vous avez devant les yeux. Donc A, il possède des majorants, ce sont les multiples communs de A, et il y a un plus petit majorant, c'est le plus petit multiple commun qui est égal à 1932. C'est la borne sup de A. Pour cette relation d'ordre divise. Qu'est-ce que ça veut dire un élément qui minore A dans n étoile? Ça veut dire qu'il divise tous les éléments que vous avez ici. C'est-à-dire C'est un 1. diviseur commun, c'est 1. Il y a le seul, c'est 1. Donc il y a un seul minorant, et donc c'est le plus grand minorant, et donc la borne F, c'est 1. Donc remarquez, si vous avez une question comme ça à l'examen, celui qui a compris dans le sens général les relations d'ordre, il va se concentrer sur la relation qu'on lui a donnée. Celui qui n'a pas suivi le cours, qui n'a pas suivi les explications, il va répondre n'importe comment. Il va dire que 2, c'est le plus petit élément, 23, c'est le plus grand élément. Ce sont des erreurs. Pourquoi ces erreurs-là? Parce qu'il ne s'est pas référé, ce n'était pas la relation qu'on lui a donnée, c'est-à-dire A divise B, il s'est référé à la relation d'ordre qu'il connaît dans sa tête. Très bien, donc nous avons vu plus ou moins cet ensemble A ordonné. La question c'était, il faut choisir la réponse correcte. Est-ce que 23 est un majorant? Est-ce que 23 est un majorant de A? Non. Parce que Non. 23 ne majore pas 12, donc ce n'est pas un majorant. 7 est un élément minimal. Oui. Oui. Voilà, c'est la réponse correcte. Donc, celui qui connaît le cours, il ne va pas passer même pas une minute pour répondre à cette question. Il va voir que 7, c'est bien un élément minimal parce qu'il n'y a aucun élément qui est inférieur à lui. La troisième réponse, 2 est le plus petit élément de A. Non. Non, il n'y a pas de plus petit parce que le plus petit, il doit être inférieur à tous les autres. Inférieur dans le sens divise. Et 2 ne divise pas 7. Cette relation est une relation d'ordre total. Non, ce n'est pas vrai. Elle est Partiel. partielle. 12 est le plus grand élément de A. Ce n'est pas vrai, parce Non. qu'il y a des éléments qui sont supérieurs à 12. Toutes les réponses précédentes sont fausses. Ce n'est pas vrai. Il y a une réponse correcte. C'est le 2. Oui, c'est 2. Donc, 7 est un élément minimal de A. Donc, voilà la réponse correcte qu'il fallait choisir. Vous voyez, normalement, celui qui n'a pas compris le cours, il va répondre d'une façon aléatoire et il a seulement une chance de 1 sur 6 pour réussir sa réponse, même au hasard. Oui? Non, il doit être inférieur à tous les autres. Le plus petit, oui, mais il n'est pas inférieur à 7. Inférieur كتعني relation. يعني نحسب له وقيلا inférieur Oui, à la relation, ça veut dire divise. 2 n'est pas en relation avec 7. Il n'est pas inférieur à 7. Suivant la relation d'ordre, A divise. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur ici? Ça veut dire divise. Est-ce que 2 est inférieur à 7? Suivant cette relation, non. Parce que 2 ne divise pas 7.
un plus petit élément, il doit être inférieur à tous les autres. Même s'il n'y a pas une relation d'ordre total entre tous les éléments, mais pour le plus petit élément, il doit être inférieur à tous les autres. C'est-à-dire, un plus petit élément, il doit être comparable à tous les autres. Il doit être inférieur à tous les autres. Je vais te donner un exemple. Je vais enlever 7 et 23 et je vais mettre, par exemple, 16. Enlevez 7 et 23 et mettez 16. Est-ce que 2 va être le plus petit élément? J'enlève 7, j'enlève 23 et au lieu de ces 2 points, je vais mettre le point 16. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que 2, ça va être le plus petit élément? Parce que 2, il divise tous les éléments. Oui, très bien. Est-ce que cette relation d'ordre, elle est totale? Oui. Elle Oui. n'est pas totale parce Oui. que non, 12 ne divise pas 16, 12 ne divise pas 7. 6 ne divise pas 16. Et donc 16, ici, n'est pas en relation avec tous les autres. Donc ce n'est pas une relation d'ordre total. Il y a une relation d'ordre de 2 avec tous les autres, oui. Mais tous les éléments, il n'y a pas de relation entre tous les éléments. Donc vous pouvez avoir une relation d'ordre partiel et vous pouvez avoir un plus petit élément. فهمتي? Très bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime les questions. N'hésitez pas à poser des questions. La science, c'est les questions. Monsieur, pourquoi 7 est inférieur à tous les éléments de A? 2, 7. Pourquoi il est inférieur à tous les éléments de non, A? 7, il n'y a aucun élément qui n'est ni supérieur ni inférieur. 7, c'est un élément isolé. جا بوحدو مسكين. 7 عنصر ما تيهضر مع حتى شي واحد. Donc, pour dire qu'il est minimal, il faut voir est-ce qu'il y a un élément inférieur à lui. Or 7, il n'y a aucun élément inférieur à 7. Donc on dit qu'il est minimal. Ah, d'accord, merci. Vous voyez, lorsqu'on dit Oui. minimal, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément qui est inférieur à lui. Il y a une différence. Dire qu'il est inférieur à tous les autres, c'est un minorant. Ici, 7 n'est pas un minorant, mais c'est un élément minimal. Pourquoi élément minimal? Parce qu'il n'y a personne derrière lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui est inférieur à 7. Donc c'est un élément minimal. Pourquoi il est maximal? Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres, non. Maximal, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément de A qui est supérieur à 7. C'est ça maximal. Vous avez compris? Oui, Monsieur, tout à fait. Merci. يقدر يكون العدد مينيمال وماكسيمال في نفس الوقت. بحال 7, comme 7. 7 et 23, 7 elle est minimale et maximale. 23 elle est minimale et maximale. Là, vous avez des définitions précises. Donc, chaque fois que vous voulez répondre à une question, il faut suivre la définition. Il ne faut pas suivre votre imagination. Il faut revenir à la définition et appliquer la définition. C'est comme ça que vous pouvez avoir la réponse correcte. Donc, maximal, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément supérieur à lui. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres. D'autres questions? Pour passer à un autre exercice, on va passer à l'exercice 5, parce que les autres, on n'a pas encore fait. Vous allez passer à l'exercice 5. Très bien. Donc, on va lire cet exercice. On va voir ce qu'il y a dans cet exercice. Vous avez un ensemble et vous avez 3 parties. Vous avez F, G, H. C'est 3 parties de E. Et là, nous allons poser une équation particulière. Vous n'avez pas l'habitude de voir des équations de ce genre-là.
L'inconnu ici, c'est une partie. On cherche quelles sont les parties de E qui vérifient une relation ensembliste. Ici, les lois, c'est l'intersection, la réunion delta. Donc, on fait une équation avec ces opérations-là et on veut savoir est-ce qu'il y a une partie de E, X, que nous avons appelé, c'est l'inconnu. Et le mjhoul, ou juste, on cherche les parties de E, X, c'est l'inconnu, qui vérifie une relation ensembliste. Quelle est cette relation ensembliste? F delta, entre parenthèses, G inter X est égal à H. Vous voyez, c'est une équation, muadala. Et la question, à quelles conditions cette équation admet des solutions? Très bien. Quels sont les outils que je dois avoir pour répondre à cette question? Tout d'abord, je dois connaître bien les opérations ensemblistes, l'intersection, la réunion et la différence symétrique. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, je dois connaître quelles propriétés de ces opérations. Si je connais des propriétés, je peux avancer rapidement. Sinon, je vais être coincé. Donc, par exemple, delta, dans l'ensemble P de E, vous savez qu'il lui donne une structure de groupe commutatif. La loi delta, c'est une loi de composition interne dans quel ensemble? Dans l'ensemble des parties de E. Ça constitue une loi de groupe commutatif, c'est-à-dire il y a un élément neutre, pour delta c'est l'ensemble vide. Tout élément dans P de E, il possède un symétrique pour delta, c'est lui-même. C'est-à-dire vous prenez une partie A, si vous la composez avec A, vous trouvez l'ensemble vide, l'élément neutre. Donc quel est le symétrique suivant delta d'une partie A? C'est elle-même. Et enfin, delta, c'est une loi qui est associative. Celui qui connaît ces propriétés-là, il va avancer, il va répondre rapidement. L'intersection. Là aussi, vous devez connaître les propriétés de l'intersection. Surtout que, si vous munissez, je ne sais pas si vous avez fait encore les anneaux en algèbre 2, halaqa, même c'est pas grave. Donc, on va. Et vous avez fait delta. Delta dans P de E, c'est une loi de groupe. Non. Vous n'avez pas fait cet exemple dans les... Oui, oui, Non. cet exemple. Peut-être vous l'avez fait. Alors, parce que j'ai vu le cahier de Poulikop et certains étudiants, ils ont déjà fait ça. C'est pas grave. On va raisonner de la façon la plus simple possible. Mais je vous conseille, pour toutes les matières, essayez comme j'ai dit, la méthode de travail, elle est fondamentale, les définitions et les théorèmes. Vraiment, si vous suivez cette méthode-là, vous allez pouvoir terminer convenablement votre année. Si vous voulez, c'est la partie la plus importante de votre travail, c'est comprendre les définitions, avoir des exemples en tête, et c'est fondamental, les définitions et les exemples. En mathématiques, celui qui travaille bien les définitions et les exemples, il marche très bien par la suite. Ensuite, il doit connaître les théorèmes. C'est tout. C'est un travail qui est très important, qui ne demande pas beaucoup de temps. Parce que ce qui demande beaucoup de temps par la suite, c'est les exercices et les problèmes. Et la compréhension des théorèmes, des démonstrations, tout ça. Voilà, on va revenir à cette équation. Vous avez F delta, G inter X est égal à H. Puisque delta est une loi associative, je vais, dans cette égalité-là, composer par delta, F. Alors, on va revenir à la solution que vous avez, exercice 5. Où est-ce qu'il est? Voilà, l'exercice 5.
C'est la page 24. Alors, dans la page 24, vous avez F. On va composer cette égalité à gauche et à droite, c'est-à-dire à gauche et à droite de l'égalité, par F. On va faire F delta. F delta G inter H, c'est égal à F delta H. Et là, il faut utiliser l'associativité de la loi delta. Parce que vous avez les parenthèses, vous avez deux types de parenthèses. Donc, vous avez F delta F, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, vous pouvez enlever, puisque la loi elle est associative, on peut enlever les parenthèses. Donc, F delta F, c'est l'ensemble vide. Parce que c'est la réunion moins l'intersection, c'est l'ensemble vide. Donc, qu'est-ce qu'il reste lorsqu'on va composer par F? Il va rester G inter X est égal à F delta H. C'est la même équation. C'est-à-dire l'équation que nous avons donnée au départ. Lorsque vous composez avec F, à gauche et à droite, c'est-à-dire composé par la loi delta, ça va vous donner G inter X est égal à F delta H. Et là, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Vous avez G inter X. Vous savez que l'intersection G inter X, il est contenu dans G, il est contenu dans X. Toujours A inter B, تقاطع A inter B, il est contenu dans A et il est contenu dans B. Donc, G inter X, il doit être contenu dans G, il doit être contenu dans X. X, c'est l'inconnu, donc je ne la connais pas. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que F delta H doit être contenu dans G. Parce que F et H et G sont des parties données au départ. L'inconnu, c'est X. Donc, la condition principale, c'est que F delta H doit être contenu dans G. Voilà. Donc, s'il est contenu dans G, il y a des solutions. S'il n'est pas contenu dans G, il n'y a pas de solution. Lorsque vous avez A inter X égale à B. A inter X égale à B. B doit être contenu dans A, obligatoirement, parce que c'est l'intersection. Donc, et B, c'est une solution. Lorsqu'elle est contenue dans A, si vous mettez A inter B, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve B. Donc, la condition nécessaire et suffisante pour avoir une solution, c'est que F delta H doit être contenu dans G. C'est ça la réponse correcte. On ne vous demande pas de donner toutes les solutions. On vous demande seulement quelle est la condition pour que le problème admet au moins une solution. Et donc, la condition nécessaire et suffisante, c'est que F delta H doit être contenu dans G. Donc ça, c'est la question 5. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites. Prof, pourquoi ça se connaît inclus dans G بالضبط ماشي les ensembles الآخرين مثلا F ou la H. Oui. Regardez, G inter X, d'accord? G inter X, c'est l'intersection de G avec X. Donc, l'intersection de G avec X, il doit être contenu dans G. Oui, Voilà. Et quelle est cette intersection G inter X? C'est égal à F delta H. C'est ça l'intersection. Oui. Et donc, l'intersection doit être contenue dans G et non pas dans un autre ensemble. Ok, prof, merci. Parce que s'il n'est pas contenu dans G, il n'y a pas de solution. Vous ne pouvez pas avoir A inter B n'est pas contenu dans A. Oui, ça va d'abord. Vous voyez? C'est A inter B, il doit être contenu dans A et dans B. On ne cherche pas autre chose. Donc ici, l'intersection, d'après l'équation, c'est F delta H. C'est ça l'intersection, c'est F delta H. Donc cette intersection, il doit être contenu dans G, nécessairement. Oui, ça, prof. Merci. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, quelle est la différence, quelle est la définition de différence symétrique?
Vous avez A delta B, c'est la réunion de A avec B et vous enlevez l'intersection. Vous prenez la réunion et vous enlevez l'intersection. C'est ça A delta B. La réunion, vous la connaissez. L'intersection, vous la connaissez. Donc, vous prenez la réunion, c'est-à-dire tout, et vous enlevez les éléments qui appartiennent à l'intersection. C'est ça A delta B. Par exemple, A delta l'ensemble vide, qu'est-ce que ça donne? La réunion, c'est A. L'intersection, c'est l'ensemble vide. Et donc, A moins l'ensemble vide, c'est A. Donc, A delta l'ensemble vide, c'est toujours A. C'est pour cette raison que l'élément ensemble vide, c'est l'élément neutre de delta. Si vous prenez A delta A, la réunion, c'est A. L'intersection, c'est A. Vous prenez A, vous enlevez A. Donc, il reste l'ensemble vide. Donc, A delta A, c'est l'ensemble vide, c'est l'élément neutre. Donc, quel est le symétrique A' de A? C'est A. Donc là, c'est une loi particulière. L'élément neutre, c'est l'ensemble vide. Et tout élément admet un symétrique pour delta, c'est lui-même. C'est une loi associative. Et donc, c'est un groupe commutatif. Voilà. On va passer. Oui, il y a une question? هنايا جي l'intersection ديال جي و اكس كتقدر تكون انكلي دون جي او لا انكلي دون اكس ياك ولا Inclus dans tous les deux. L'intersection de A avec B, il est contenu dans A, il est contenu dans B. Donc G inter X, il doit être contenu dans G et dans X. d'accord Mais X ici, on ne le connaît pas, c'est l'inconnu. Donc on utilise ce que les particules qu'ils ont donné. Donc l'intersection, qui est égale à F delta H, doit être contenue dans G. Mais bien sûr, il est contenu aussi dans X. ok merci prof Très bien. Alors, on va passer à la question 6. Alors, toutes ces questions, quel est l'intérêt de ces questions? Si vous les faites bien, vous allez bien comprendre le jeu des ensembles. Donc, il faut refaire ces exercices à tête reposée pour bien comprendre la signification de chaque exercice. Alors, on va passer à la question 6. Là aussi, vous avez un ensemble et vous avez deux parties, A et B. Donc là, c'est un jeu, il faut bien comprendre ce jeu. Vous avez A union B. Vous comprenez? Vous prenez les parties de A union B. Ça, c'est un ensemble. Les parties de A union B, c'est un ensemble. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez les parties de A. On comprend très bien, ce sont les parties de A. Et vous avez les parties de B. Est-ce que si vous faites la réunion des parties de A et des parties de B, est-ce qu'on va trouver les parties de la réunion? Non, ماشي بالضرورة. Voilà. Pourquoi? On va prendre vous allez comprendre, on va prendre une partie qui touche à la fois A et B. C'est-à-dire, on va prendre une partie, on va l'appeler par exemple C. Dans C, il y a des éléments de A et de B en même temps. Donc, observez bien, j'ai pris une partie de la réunion qui contient aussi bien des éléments de A et des éléments de B. Donc C, il appartient à quoi? Il appartient à l'ensemble des parties de la réunion. Est-ce que c'est une partie de A? Oui. Non, parce qu'il contient des éléments de B. Parce que j'ai dit C, j'ai mis dans C, qu'est-ce que j'ai mis dans C? J'ai mis des éléments de A et des éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Ah, les éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Oui. Dans C, j'ai pris quelques éléments de A, et je les ai mis dans C, et j'ai pris quelques éléments de B qui n'appartiennent pas à A, qui appartiennent à B, et je les ai mis dans C. Donc, la partie C, elle contient aussi bien des éléments de A et des éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Donc, ça va être une partie de la réunion, bien sûr, parce qu'elle est contenue dans la réunion. Mais ça ne va pas être une partie de A.
Pourquoi? Parce Oui. qu'il y a des éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Qui n'appartient pas à A. Et il y a, ça ne peut pas être une partie de B, parce qu'il y a des éléments de C qui n'appartiennent pas à B, qui appartiennent à A. Donc, vous avez, je vais vous mettre juste un dessin comme ça. J'ai un tableau ici au bureau, mais je ne sais pas si la caméra va saisir le... Si vous voulez, on peut essayer. Oui, monsieur. Oui. Oui. Vous voyez le tableau, très bien. Alors, je ne sais pas si l'écriture va apparaître. Je le vois. Donc, voilà A et voilà B. Est-ce que vous pouvez suivre? Est-ce que vous regardez? Non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On Ah, c'est très bien. Donc, je prends la partie C et les faites comme ça, la partie C. Ça, c'est la partie C. La partie C, elle est contenue dans A union B. Donc, ce qui implique que C appartient aux parties de A union B. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Mais C n'est pas contenu dans A, donc il n'appartient pas aux parties de A. Et C n'appartient pas aux parties de B. Vous voyez, C, elle prend une partie ici, une partie là. Donc, ce n'est pas une partie de A, et ce n'est pas une partie de B. Et donc, vous avez un élément qui appartient ici, et qui n'appartient pas ni à P de A, ni à P de B. Et donc, vous n'avez pas l'égalité. Vous entendez bien? Oui واضح الصوت. Oui, monsieur, oui. ما واضحش داك الشيء. On va rester comme ça. C'est très bien. Comme ça, vous allez bien comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on raconte, mais si on n'a pas un tableau, vous n'allez pas comprendre. Donc, la question A, elle est fausse. La réponse A, elle n'est pas correcte. Il n'y a pas égalité. Il y a seulement inclusion. Vous avez les parties de A et les parties de B, ils figurent dans les parties de A union B. Donc, il y a seulement une inclusion. Vous avez les parties de A union les parties de B, elle est juste contenue dans les parties de A. De A union B. Voilà. Il n'y a pas égalité. Maintenant, on va passer, avant de vous expliquer au tableau, il y a les parties de A croix B et il y a les parties de A croix les parties de B. Alors là aussi, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Très bien. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez A, c'est égal, par exemple, 1, 2. Et B, c'est égal à 3, 4. Je vais prendre cet ensemble-là. Vous avez 1, 3 et 2, 3. Alors cet élément, il appartient à quoi? 1, 3. Il appartient à A croix B. A croix B. 2, 3. A croix B. Aussi A croix B. Et donc, ce ensemble-là, il est contenu dans A croix B. A croix B, c'est le produit cartésien. Et donc là, vous avez un sous-ensemble contenu dans A croix B. Il y a 1, 3 et 2, 3. Donc, c'est une partie de A croix B. Et donc, on va dire que cet élément-là, il appartient aux parties de A croix B. Alors, pour ceux qui veulent des exemples de l'inclusion et de l'appartenance, ici, vous avez un ensemble, A croix B. Et là, vous avez un ensemble. Les éléments qui se trouvent ici, ils se trouvent dans A croix B. Et donc, il y a inclusion. Donc, c'est une partie du produit cartésien. Et donc, on dit que cette partie-là, elle appartient à P de A croix B.
Alors, la شو question. البرهان ديالكم بالتشكل Oui, qu'est-ce que vous avez dit? البرهان ديالكم بالتشكل Là, on n'a pas besoin ici de l'homomorphisme. Il s'agit seulement de comprendre bien, vous allez voir, il s'agit de comprendre bien qu'est-ce que c'est que les parties de A croix B et qu'est-ce que c'est que le produit cartésien de P de A avec P de B. La nature des éléments, la nature des éléments de chaque ensemble, c'est différent. Lorsque vous dites les parties de A croix B, ça va être un ensemble d'une certaine nature. Et P de A croix P de B, c'est un produit cartésien. Ce n'est pas la même chose. Vous allez voir. Lorsque vous dites P de A croix P de B, qu'est-ce que c'est que ce produit cartésien? C'est un ensemble de couples. Quel est le premier élément du couple? C'est une partie de A. Par exemple, le singleton 1. Le deuxième élément du couple, c'est un élément de P de B. Donc, c'est une partie de B. Par exemple, on va mettre 3. Donc, je vais effacer ça et je vais dire que cet élément-là, il appartient le couple, parce que là, c'est un ensemble de couples. Donc, le couple formé par le singleton 1 et le singleton 3, c'est un élément de cet ensemble-là. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que cet ensemble, les éléments, ils commencent toujours par un couple. C'est ça la définition du produit cartésien. La définition du produit cartésien, c'est un ensemble de couples. Des couples, comme ça. Le premier élément, il appartient à P de A. Et le deuxième élément, il appartient à P de B. Donc, regardez la nature de cet élément et la nature de cet élément-là. C'est totalement différent. Un élément ici, c'est un couple. Un élément ici, c'est un ensemble. C'est ça ce qu'il faut, pourquoi cet exercice, pour bien mettre la différence entre les accolades, les parenthèses, P de E, tout ça, ça rentre dans ces écritures ici. Alors je répète, ici vous avez l'ensemble des parties de A croix B. L'ensemble des parties de A croix B, un élément ici, c'est une partie, donc il doit commencer par des accolades. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des accolades? Il y a des éléments de A croix B, comme ici. Ça, c'est un élément de PA croix B. Regardez maintenant P de A croix P de B. Ça, c'est le produit cartésien. Un produit cartésien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des couples. Un couple, le voici. Voilà le couple. Un couple, il contient deux éléments. Le premier élément appartient à P de A, par exemple celui-là. Et le deuxième élément, il appartient à P de B. Donc, voilà la nature d'un élément ici. Et voilà la nature d'un élément ici. Ce n'est pas la même chose du tout. Hein, vous voyez, ici, les deux ensembles, c'est tout à fait différent. Donc, je répète, les parties de A croix B, les éléments sont des ensembles. Alors que P de A croix P de B, les éléments sont des couples. Le premier élément appartient à P de A et le deuxième élément appartient à P de B. Donc, il ne faut pas mélanger les deux du tout. Donc, il faut dire, si vous n'avez pas compris quelque chose, pour répéter les explications. Non, tu sais compris. Ah, très bien. La nature des éléments, ce n'est pas la même chose. Hein, vous avez deux ensembles, même si l'écriture, ils se ressemblent, mais les deux ensembles sont totalement différents. Voilà, donc il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. Il faut bien refaire ceci plusieurs fois, comme ça vous allez comprendre la nature des choses. Maintenant, prenons la réponse C. La réponse C, pour la comprendre, il suffit de prendre un cas particulier. Prendre par exemple A inter B égale l'ensemble vide. À ce moment-là, A quoi est égal à delta B?
Si vous prenez deux parties telles que l'intersection est égale le vide, c'est quoi A delta B? C'est A union B. C'est A union B. Donc, on revient à la réponse A. Donc, la réponse C, c'est un cas, si vous voulez, qu'on peut résoudre à partir de la réponse A. Donc, ce n'est pas égal. Vous avez égalité qui est fausse, donc la réponse C, elle est fausse. Vous pouvez la voir, j'ai dit, seulement dans un cas particulier, vous mettez A inter B égale ensemble vide et vous retrouvez la réponse A. Donc, ils sont toutes les deux fausses. Ce qui va être vrai, c'est la réponse D. Pourquoi réponse D, elle est correcte? Vous prenez une partie de A inter B. Une partie de A inter B. Donc, c'est en même temps une partie de A, donc il appartient à P de A, et c'est en même temps une partie de B, donc il appartient à P de B, donc il appartient à l'intersection. Voilà, je vais le mettre ici. Alors, c'est la première fois que vous me voyez écrire au tableau, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ouais, dommage avec les conditions parce que le travail au tableau, c'est la meilleure façon. Alors, je prends X qui appartient à P de A inter B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X il est contenu dans A inter B. X il est contenu dans l'intersection. Donc, ça veut dire que X il est contenu dans A. Et X, il est contenu dans B. Qu'est-ce que ça veut dire X contenu dans A? Ça veut dire que X appartient à P de A. Et X appartient à P de B. Ça veut dire que X appartient à P de A inter P de B. Donc, c'est ça la réponse correcte, c'est la réponse D. Donc, je vous conseille de refaire cet exercice pour bien comprendre. De même pour P de A moins B, déjà dans les réponses, si vous trouvez la réponse correcte, vous êtes sûr que c'est la réponse correcte, vous terminez votre question. Il ne faut pas perdre du temps à regarder les autres réponses. Si vous avez de la chance, c'est que vous tombez sur la réponse correcte dès la première, c'est-à-dire les premières minutes, vous voyez la réponse correcte. Donc, on ne vous demande pas de démonstration. Il suffit de deviner quelle est la réponse correcte, par la façon que vous voulez. Donc, surtout, ne pas répondre au hasard, parce qu'au hasard, ça va vous diminuer, ça va diminuer les chances de votre réussite. C'est toujours de réfléchir un petit peu avant de répondre. Donc, la même chose pour P de A moins B, c'est égal à P de A moins P de B, ce n'est pas vrai. Vous pouvez, je vais vous donner un exemple ici. Vous pouvez prendre A, c'est ça, et B, c'est ça. Alors, c'est quoi A moins B? C'est ça. Ça, c'est A moins B. Et je prends cette partie-là. Je vais l'appeler C. Alors, C, ça appartient à P de A. Est-ce qu'il appartient à P de B? Non. C n'appartient pas à P de B. Et donc, C appartient à P de A moins P de B. Mais C aussi n'appartient pas à P de A moins B. Donc, ce n'est pas le C que vous avez ici, n'est pas une partie de A moins B. Mais c'est une partie de A qui n'est pas une partie de B. Et donc, C appartient à P de A moins P de B, parce qu'il appartient ici, il n'appartient pas là. Et de même, il n'appartient pas aux parties de A moins B, parce qu'il sort du 4. Alors, est-ce que vous avez suivi? Oui.
C'est bien Oui. compris. Très bien. Et donc, vous avez E, c'est une réponse qui est fausse. La seule réponse qui est correcte, c'est D. Et donc, c'est la réponse correcte. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Oui, vous avez une question? Pour la réponse B, Oui. pourquoi false? Non, la réponse D, elle est correcte. B, B. Ah, B. B, j'ai dit que la nature des éléments n'est pas la même chose. Je vais refaire ça pour comprendre. On va faire un exemple très simple. On va prendre A, c'est égal à 1. B est égal à 2. Vous suivez? Oui. Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, A croix B, c'est quoi A croix B? L'ensemble de couples. Il y a seulement un seul couple. A croix B, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble? Il y a des couples. Le couple, il y a le premier élément qui appartient à A et le deuxième élément qui appartient à B. Donc, c'est A croix B. Maintenant, on va prendre, nous avons dit P de A. Qu'est-ce qu'il y a dans P de A? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans P de A? Quelles sont les parties de A? Singleton 1, Ah, 1 fois Singleton. singleton 2. Non, il y a le singleton 1 seulement. C'est Ah, A. P de A. Et l'ensemble vide. Qu'est-ce qu'il y a dans les parties de B? c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide est singleton 2. Maintenant, on va écrire P de A fois P de B. Combien d'éléments il va y avoir ici? Il y a 2 fois 2. Donc, vous avez le couple Quatre. ensemble vide, le couple Singleton 1, singleton 2. 2. Il y a le couple 1, l'ensemble vide. Le couple formé par un ensemble vide. Et enfin, le couple 1, 2. Voilà ce que c'est que P de A croix P de B. Maintenant, on va écrire P de A croix P de B. Et maintenant, P de ça. P de A croix B. A croix B, il y a un seul élément. Donc, quelles sont ces parties? Il y a l'ensemble vide L'ensemble vide est 1, 2. et le couple 1, 2. Voilà. Alors, regardez cet ensemble et regardez cet ensemble. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Non, pas du tout. Ni la ressemblance, il n'y a ni la ressemblance dans l'écriture, ni dans le nombre d'éléments. Ici, vous avez 4 éléments, et là, vous avez seulement 2 éléments. Donc, par exemple, pour raisonner facilement, vous prenez celui-là, il appartient ici, il n'appartient pas là. C'est la réponse la plus rapide. C'est-à-dire que vous allez dire que l'ensemble vide appartient à P de A croix B, mais l'ensemble vide n'appartient pas à P de A croix P de B. Donc, il n'y a pas égalité. Ça, c'est vraiment pour la réponse B, c'est très loin de la réalité, dans tous les sens, sauf l'écriture. L'écriture, ça ressemble un petit peu, mais vous voyez, la nature des choses, c'est totalement différent. Mais je vous conseille
conseille de refaire cet exemple chez vous, de bien regarder, de bien contempler, parce qu'on peut comprendre avec des exemples très, très simples. Et ensuite passer au cas difficile. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la question 6? Alors, sinon, on va passer à la question 9. Très bien. Alors, la question 9, puisque nous avons un tableau, on va tout d'abord comprendre la question et puis regarder la réponse. Vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, chaque fois que vous avez une relation d'ordre, la meilleure façon, c'est essayer de comprendre cette relation. Il faut trouver un schéma. Et comme ça, vous allez être un peu plus compréhensif s'il y a une question. Donc, vous avez l'ensemble E sur lequel on va travailler, c'est n croix n. Est-ce qu'on peut donner un schéma de n croix n? Est-ce que vous savez dessiner n croix n? Non. C'est le produit cartésien. Vous avez n, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ça, c'est n. Et ça, c'est n. Là, ici, c'est le couple 0, 0. Là, c'est 1. Comme lorsque vous voulez dessiner un graphe, R croix R, vous avez les couples. Vous avez ici 2, 3, 4. Et là aussi, vous avez 1, 2, 3, 4. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Quel couple? 3, 4. Couple 3, 4. Donc, n croix n, c'est quoi n croix n? C'est l'ensemble des couples m, n, avec m et n appartiennent à n. N Donc, si vous voulez dessiner n croix n, c'est ça. Alors, quelle est la relation d'ordre qu'on vous a donnée? Vous avez un couple, vous voyez ici tous les points. Vous avez tous les points de ce tableau, on va les ordonner. Vous avez tous les couples ici. C'est-à-dire qu'on va ordonner tous les points qui se trouvent ici. Vous voyez ici, c'est un ordre. Il est dans le plan. Vous avez les points qui sont éparpillés sur tout le tableau. واخا تكتب بزرق ولا كحل باش يبان داكشي مزيان. Alors, je vais voir. Donc, quelle est la relation d'ordre qu'on va mettre sur les points ici? Donc, je prends deux couples, AB et CD. Comment je vais voir est-ce que le couple AB est inférieur au couple CD? Qu'est-ce que je dois vérifier? Je regarde le premier terme, A et C. Si A est inférieur à C, c'est terminé. Je vais dire que, c'est-à-dire que je regarde les abscisses, les premiers. Vous savez, Les coordonnées. الأفصول والأفصول والآخر. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est les abscisses, أفصول. Si vous avez l'abscisse du premier inférieur à l'abscisse du deuxième, donc la relation d'ordre elle est établie. Vous allez dire que AB est inférieur à CD. Lorsque A est égal à C, on va regarder l'arati. On va regarder les ordonnées. Donc, si B est inférieur à D, c'est terminé. S'il est égal, vous avez deux couples égaux. Donc, regardez ici, si je vais prendre ces deux points. Je vais prendre ce point-là et ce point-là. Quel est le plus petit?
Ici, vous avez 3, 4, vous avez 3, 2, et vous avez 4, 2. Quel est le premier? Quel est le plus petit des deux? 3, 2, c'est le plus petit. 3 2 Parce que je regarde l'abscisse. Voilà. Même si je mets ici, même si je mets... Voilà. Ça, c'est un problème. Parce que le bleu, c'est un marqueur. Donc, je prends ici un autre exemple. Je prends 3, 10 et 4, 2. Quel est le plus petit? 3, 10. C'est 3, 10. La première chose qu'on regarde, c'est ça. L'abscisse. L'abscisse. L'abscisse, c'est le premier thème qu'on regarde pour comparer deux couples. Donc, si l'abscisse il est inférieur à l'autre, c'est inférieur. Sinon, s'ils sont égaux, si vous avez ici 3, et ici vous avez 3, on regarde le deuxième, on regarde l'ordonnée, c'est-à-dire ici vous avez par exemple 1 et là vous avez 2. Donc c'est inférieur. Donc c'est ça la relation d'ordre que nous considérons dans cet exemple. C'est une relation d'ordre qui est totale. N'importe quel couple, vous pouvez le comparer. Parce que vous regardez les abscisses, si ça ne marche pas, si c'est égal, on regarde les ordonnées et comme ça, vous avez une relation d'ordre totale. Regardons un petit peu avant de voir la question. Quel est l'élément le plus petit ici? Est-ce qu'il y a un élément 0 0 0, 0. qui va suivre? Qui va 1, suivre? 1. 0, 1. 0, 1. Voilà. Et après 1, 1. Non, c'est toujours dans ce sens-là. 0, 2, 0. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, parce qu'il y a ici, il y a 0 le premier, et là, c'est pas grave. Là, vous avez. Donc, ici, le sens de croissance, c'est dans ce sens-là, jusqu'à l'infini. Tous les éléments qui se trouvent ici, ils sont inférieurs à celui-là. Parce que 0,1, elle est inférieure à 1, 0. Quel que soit n. Pourquoi 0,1, elle est inférieure à 1, 0? Parce que ce qui contrôle, c'est l'abscisse. 0, elle est inférieure à 1. On ne s'intéresse pas au deuxième. Et donc, tous les éléments qui se trouvent ici, ils sont inférieurs à 1, 0. Vous voyez? ديك العلاقة اللي عندنا راه عندنا اي ماشي او يعني اي بي اصغر أو تساوي د يعني خصنا نشوفو حتى ديك اورتو L'ortho, on regarde l'ordonnée si les abscisses sont égales. Par exemple, si vous êtes ici, l'abscisse elle est le même. Par exemple, vous êtes dans cet axe-là. اه وي جي كومبري داكور Si vous êtes ici, c'est le même abscisse. Donc, on regarde l'ordonnée. داكور Donc, toute cette droite-là, elle est inférieure à celui-là, c'est-à-dire inférieure à 1, 0. Donc, là aussi, vous allez monter jusqu'à l'infini. Tous les éléments qui se trouvent ici sont inférieurs à celui-là. Je vais l'écrire. Vous avez tous les termes de la forme de P, elle est inférieure à 3, 0. Tous les éléments de la forme de P, c'est inférieur à 3, 0. Pourquoi? Parce que le premier élément qu'on compare, c'est l'abscisse. Puisqu'il est inférieur à 3, P ne m'intéresse pas. Et donc, tous les éléments qui se trouvent ici, ils sont inférieurs à celui-là. Ensuite, tous les éléments qui se trouvent ici, ils sont inférieurs à celui-là, et ainsi de suite. Donc, si vous avez bien compris le schéma, vous allez pouvoir répondre. Ça, c'est un exemple qui est très bien.
On va refaire, si vous voulez, le dessin. Je vais passer. Alors, monsieur le bleu est resté. On va essayer de voir. Ça, la question 7. Hein? Question 7. Nous sommes toujours à la question 9. Oui. Nous sommes à la question 9. On va rester toujours là avant de passer à une autre question. Je voudrais seulement répéter les explications. Donc, vous avez N de ce côté. Vous avez un quadrillage. Donc là, vous avez N et là, vous avez N. Et donc, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Ça, c'est les abscisses, et là c'est les ordonnées. Donc, par exemple, ce point-là, c'est quoi? C'est 3, 1. Et donc, la relation d'ordre, comment elle est faite dans ces points-là? On regarde tout d'abord l'abscisse. Donc, si l'abscisse est inférieure à celui-là, tous les points qui sont ici, ils sont inférieurs aux points qui sont sur cette droite. Si l'abscisse est le même, par exemple ici 2, alors vous avez les ordonnées qui vont ordonner la chose. Voilà. Ça va aller jusqu'à l'infini. Et donc maintenant, on peut regarder la question. Donc si vous avez compris la relation d'ordre, vous l'avez compris? Oui. On va prendre la partie A. On va prendre cette partie. C'est l'ensemble des 3 N. C'est ça la partie qu'on prend. C'est ça la partie. Ça c'est A. Donc c'est quoi A? C'est l'ensemble des couples de la forme 3N. Tous les couples de la forme 3N. Avec un égal à 0. Alors, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que A est une partie bornée de E? Non. Non. Vous avez répondu rapidement, sans réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire borné? C'est-à-dire, il y a Majoré et minoré. Majoré et Oui, Là, borné. est-ce qu'elle est bornée? Ça veut dire est-ce qu'elle est majorée et minorée? D'accord. Majorée. Est-ce que la partie est majorée? Non. Non. Non, nous avons dit que tous les couples de la forme 3N, elles sont inférieures à 4, 0. Tous les éléments qui sont ici, ils sont inférieurs à celui-là. Oui. Tous les éléments, jusqu'à l'infini, ils sont inférieurs à 4, 0. D'après la définition. Parce que pour dire inférieur, est-ce qu'on regarde le deuxième? Non, on regarde le premier. Est-ce que 3 est inférieur à 4? Oui. Et donc, tous les éléments qui se trouvent ici, ils sont inférieurs à 4. Et donc, c'est bien une partie qui est majorée. Est-ce qu'elle est minorée? Oui, elle est. Oui. Il possède même un petit élément. 0,1. 3,0, c'est le plus petit. C'est le plus petit élément de A. Donc, lorsque vous avez un plus petit élément, c'est la borne inf. Donc, ici, cet élément-là, c'est le plus petit élément.
Est-ce que A possède un plus grand élément? Non. 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 Ici, il n'y a pas de plus grand élément. Ça va jusqu'à... Mais la partie A, elle est bornée, elle est majorée par 4 zéros. Donc A, elle est majorée et minorée. Il est borné. Donc, il est borné. Il est borné. Donc, quelle est l'erreur qu'il ne faut pas commettre? C'est de voir une partie infinie et de dire « Ah, ce n'est pas majoré, parce qu'il y a le n ». Mais cette partie-là, elle est inférieure à tout ça. Tout ce qui se trouve ici, cette partie-là, il lui est inférieure. Donc, il faut comprendre bien la relation d'ordre avant de répondre. Et donc, A est une partie bornée, c'est la réponse correcte. Est-ce que A possède un élément maximal? Non. Non, Non. il n'y a pas d'élément maximal. Parce que chaque élément, il y a un élément qui est supérieur à lui. Vous prenez chaque élément, il y a un élément qui est supérieur à lui. Est-ce que 3,3 est inférieur à 2,6? Non. Non. Voire supérieur à 2. Supérieur. Non. Est-ce que A admet une borne sup? Non. Ah, c'est oui, il admet une Oui, borne oui. 4-0. Parce 4-0. que majoré et... Parce que tous les majorants sont ici. Tous les majorants se trouvent de ce côté-là. Alors, dans ce côté-là, quel est le plus petit majorant? 4-0. C'est 4,0. Donc, il admet une borne sup. La réponse E, elle est fausse. La réponse F, elle est fausse. Et donc, la réponse qu'il faut retenir, c'est que A est une partie bornée. Borné. Monsieur, inférieur est en relation d'autre totale, ماشي partielle. Oui, c'est une relation d'ordre qui est totale. Parce que ولكن إلا tout- دينا 3 n راه Quoi? ما سمعتكش. 3 n n'est pas inférieur. إلا خدينا 3 n n'est pas inférieur à 3 1. 3n, vous avez dit 3n avec quoi? 3 1. 3,1. 3 1. Oui, 3,1. 1, n'est-ce pas? oui, oui. Ah, ouais, Alors, كمل. ici, il faut dire c'est quoi n? Parce que n, elle est inconnue. Qu'est-ce que c'est que n? Donc, si n est égal à 0, vous avez 3,0 qui est inférieur à 3,1. Si vous prenez 3,1, c'est égal. Si vous prenez n supérieur à 1, vous allez avoir 3n qui est supérieur à 3,1. Donc, il y a toujours comparaison entre les éléments. On peut comparer tous les éléments, donc c'est une relation d'ordre qui est totale. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Il faut bien comprendre la relation d'ordre. Si n'importe quelle situation, la première chose, il faut connaître bien la relation d'ordre. Monsieur, l'élément minimal, 3-1. L'élément minimal, il y a dans A. Dans Oui. A, l'élément minimal, et le seul, il y a ces 3 zéros. C'est ça l'élément minimal. C'est là. Un seul élément, c'est le plus petit élément, c'est l'élément minimal, c'est la borne 1, c'est celui-là. Ça, c'est l'élément minimal parce qu'il n'y a rien de ce côté-là. C'est le plus petit élément, c'est la borne 1, tout ce que vous voulez pour 3 zéros. 3 zéros, c'est le plus petit élément, c'est l'élément minimal unique. D'accord? Oui, monsieur, c'est compris. d'accord. Oui, monsieur, Voilà. c'est clair. Alors, on va passer, il reste encore du... Je ne sais pas si vous êtes fatigué, on continue? Oui, on continue. Donc, on ajoute Oui, une autre on continue. question. C'est la question 10. On va faire juste la question 10. Vous avez une relation
définie sur P de n moins l'ensemble vide. Alors, on va voir cette relation. Je vais effacer ça. Vous avez l'ensemble E, c'est P de n, réparti de n moins l'ensemble vide. C'est ça. Donc, c'est les parties de n. Quelle est la relation qu'on considère? On va dire que A est en relation avec B si A inter B est différent du vide. C'est ça la relation qu'on considère. Vous pouvez considérer d'autres relations. Ça, c'est la relation que nous avons considérée dans l'exercice. On peut considérer la relation égale, ensemble vide. Donc, est-ce que c'est une relation réflexive? Oui. Parce que A inter A, c'est quoi? C'est A. Et puisque A est différent du vide, parce que A appartient à E, donc c'est une relation qui est réflexive. Est-ce qu'elle est symétrique? Oui. Oui, parce que A en relation avec B, B en relation avec A, c'est la même relation. Donc elle est symétrique. Est-ce qu'elle est transitive? Non. Elle n'est pas transitive. Pourquoi? Non. Parce que vous avez A, B, C. Suivant le dessin, vous avez A en relation avec B et B en relation avec C. Est-ce que A est en relation avec C? Non. 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 Il n'est pas, donc on n'a pas, mais A n'est pas en relation avec C. Donc c'est une relation qui n'est pas transitive. Donc, est-ce que c'est une relation d'ordre? Non. Parce que transitive, il n'y a pas. Est-ce que c'est une relation d'équivalence? Non. Donc, Non. si non transitive, il n'est pas transitif. Donc, les deux premières réponses, ils sont fausses. Maintenant, est-ce que A en relation avec B équivaut à A delta B égale ensemble vide? C'est-à-dire, Non. Non. est-ce que ceci est équivalent à delta B égale ensemble vide? Non. Non, parce que intersection B راه تخالف مجموعة فارغة. Oui, par exemple, vous prenez seulement A en relation avec A, c'est-à-dire A inter A est égal à A différent d'ensemble vide, mais A delta A c'est égal à le vide, ça c'est vrai. Donc, on va voir un autre exemple. Il faut donner un contre-exemple où A inter B différent de vide, mais A delta B est égal le vide. Oui, c'est différent du vide. Il faut que une contradiction, il faut avoir A inter B différent de vide, et là aussi c'est différent du vide. Oui, par exemple, comme ça, vous prenez A et B, vous avez l'intersection, c'est comme ça, donc il n'est pas vide, mais A delta B est différent aussi du vide. Donc vous avez A inter B différent du vide, mais A delta B n'est pas égal au vide. Donc vous pouvez avoir ça et ne pas avoir ceci. Et donc il n'y a pas équivalence entre les deux. Est-ce que c'est équivalent à la réunion? On va passer ici. Est-ce que ceci, donc ça c'est pas vrai,
est-ce que c'est équivalent à ce que A union B différent du vide? Oui. Oui. C'est pas équivalent parce que vous pouvez avoir A et B ici. Vous avez deux choses. Vous avez A union B différent du vide, mais malheureusement, A inter B, c'est égal de vide. Donc, ce n'est pas équivalent. Le fait que la réunion ne soit pas vide n'implique pas que l'intersection n'est pas vide. Vous pouvez avoir l'intersection non vide, alors que la réunion n'est pas vide. Et donc, toutes les réponses sont fausses. Et l'unique réponse qui est correcte, c'est F. C'est-à-dire toutes les réponses que nous avons données sont fausses. Et la seule réponse qui est correcte, c'est F. Monsieur, j'ai pas bien compris pourquoi D est fausse. Pourquoi? D est fausse. Oui. D, voilà. Alors, pour que D soit vrai, il faut avoir une équivalence entre les deux. Il faut avoir équivalence entre les deux. C'est ça la réponse D. C'est-à-dire, salon vide équivaut à salon vide. Regardez ce dessin. La réunion n'est pas vide. Est-ce que l'intersection n'est pas vide? Non, ça y est, j'ai Non. compris. Voilà. Vous avez une réunion non vide alors que l'intersection est égale au vide. Donc, ils ne sont pas équivalents. Oui. Ça n'implique pas ça. Vous avez A union B non vide n'implique pas que A inter B non vide. Alors, la prochaine fois, je vais apporter des feutres noirs, comme ça vous allez bien voir. Mais nous avons découvert un autre moyen parce que j'ai cru que la caméra ne va pas capter le tableau. Et puisqu'il y a le tableau, c'est très bien. Donc, on va travailler plus à l'aise la prochaine fois, Inch'Allah. Et donc, Merci, monsieur. les quelques minutes qui restent, si vous avez des questions. Donc, la question 10, c'est terminé. Maintenant, c'est la question 11. Monsieur, sur la relation antisymétrique, Oui, lorsqu'on applique cette relation et on trouve x égale à y, c'est comme une contradiction, parce que x n'égale pas à y. alors, pour démontrer l'antisymétrie, vous supposez que x est en relation avec y, y en relation avec x, et vous regardez, est-ce que vous pouvez obtenir x égale à y? Si vous obtenez x égale à y pour quel que soit x, y, c'est bien. Sinon, ça ne va pas être une relation antisymétrique. Par exemple, dans R, vous prenez la relation d'ordre que vous connaissez, la relation d'ordre naturel. Vous travaillez toujours en disant, si x est inférieur à y, et y inférieur à x, qu'est-ce que vous déduisez? X égale à y. Voilà, c'est ça l'antisymétrie. Dans l'inclusion, pour démontrer que A égale à B, qu'est-ce que vous faites normalement? Vous démontrez que A est contenu dans B et B est contenu dans A, et qu'est-ce que vous déduisez? A égale à B. C'est ça l'antisymétrie. Vous prenez la relation divise dans N. Vous dites que A divise B et B divise A, qu'est-ce que vous déduisez? Que A égale à B. A égale à B. Mais ça, c'est pour les relations antisymétriques. Les relations qui ne sont pas antisymétriques, on ne peut pas le dire. Comme par exemple, deux étudiants sont en relation s'ils étudient dans la même classe. Donc toi, par exemple, tu étudies avec un autre dans la même classe. Et l'autre aussi, il va étudier dans la même classe que toi. Est-ce que vous êtes égal? Non?